Alors, je suis née à Bogota, qui est une grande ville de la Colombie, donc dans un quartier populaire. Les bâtiments en fait de là où on était, c'était un habitat un peu participatif, je peux l'appeler comme ça, car on était quand même en lien avec la construction de ces bâtiments, de la salle commune. Il y avait la musique, où il y avait l'organisation avec les voisins pour faire les fêtes de Noël, les grandes fêtes. Et je suis née quand même dans une période très difficile où la période, on va dire, narcotrafic, attentats, bombes, ça a été quand même aux années 80-85 quand même assez important. Il y avait des fois où papa il n'y avait pas de travail, donc on allait vendre des sandwichs à la sortie des stades de foot où je l'accompagnais faire le taxi. Maman était quelqu'un qui amenait des personnes à la maison pour les aider, pour les laver même, des familles qui étaient dans la rue. Donc j'ai toujours vécu dans quelque chose où il y a une solidarité. Après je suis partie de ce quartier-là, je voulais être orthophoniste. Et j'ai fait des cours de langage des signes pour pouvoir parler avec les sourds. J'ai vécu mes 5 années universitaires où j'ai eu mon diplôme. J'ai retrouvé un travail en Colombie, donc à Bogota, qui s'appelle FESCO, qui est une fondation pour le développement, la formation des femmes, qui travaillait avec des femmes qui gardaient des enfants en fait à leur domicile, ou des enfants aussi qui allaient être adoptés. Donc je travaillais dans cette ONG à peu près 3 ans et nous on était là pour les accompagner dans les formations, dans ce qu'ils vivaient. C'était des femmes quand même qui étaient plutôt de la campagne, que leur mari était un peu dans la ferme, donc ils pouvaient vivre aussi des situations sociales très difficiles par rapport à leur statut des femmes déjà. Par rapport à la situation aussi des conflits familiaux quand même très importants, des violences conjugales. Je rencontre un Français, donc le père de mes filles. Je tombe enceinte, mon premier bébé. Et malheureusement, à ce moment-là, mon bébé, on me dit, elle est malade. Moi, j'avais déjà 6 mois de grossesse. Je commence à comprendre qu'est-ce qui se passe et au bout de 15 jours, je dois quitter la Colombie. C'était pas possible de rester en tout cas en Colombie pour protéger mon bébé qui de toute façon elle allait mourir. C'est en France qu'on pouvait faire une interruption thérapeutique de grossesse. Les médecins me disaient il faut que tu partes. La seule option que tu as, c'est qu'heureusement tu es marié, tu as une stabilité, un statut en France qui te permet d'être accueilli, d'être protégé. Alors, effectivement, suite à cet événement qui a marqué ma vie par rapport à la perte de mon premier bébé, ça crée effectivement la nécessité de rester en France et puis du coup de recréer notre vie de famille. Et donc j'ai eu 2 belles, magnifiques filles, une grande fille qui est née en 2003, donc Manuela, et Salomé qui est née en 2009. Pendant toute cette période-là, donc j'ai commencé, on va dire ça comme ça, à chercher en fait au niveau professionnel ce que j'allais faire, mais aussi de continuer le travail avec les associations avec qui je peux rencontrer ici en France, du côté justement des droits de femmes en fait par rapport à celles qui vivent donc une migration forcée parce qu'on n'était pas protégés. Et du coup, on a fait beaucoup de choses en fait par rapport à la continuité du travail associatif, des dénonciations donc des gouvernements qui ne protègent pas la vie des femmes ni des hommes, des droits humains. Ça existe encore aujourd'hui, tous ces déplacements forcés, tous ces assassinats des leaders sociaux, toutes ces situations quand même qu'on doit dénoncer. Nous avons la possibilité de dire non, stop, c'est pas possible, et être attentif justement à qu'on ne banalise pas la mort
on banalise pas les faits dévastateurs des situations des femmes. C'est dans des espaces comme celui-ci, là où nous sommes aujourd'hui, ou en gare de la Sépierre, où effectivement on peut avoir donc une relation d'entraide, et que les femmes, en fait, on peut se retrouver et pouvoir témoigner librement de nos histoires de vie. Et quand on se dévoile, je pense que justement, on ne se dévoile pas soi, on dévoile une histoire qui fait partie de l'éducation de nos enfants. Et c'est pour ça aussi que pour moi, pour mes filles, quand on fait les manifs, elles prendront ce qu'elles pourront, ce qu'elles voudront. C'est de quelle manière mon propre récit, quand moi-même je le regarderai, pourrait aussi justement faire partie d'une histoire que moi-même je vais pouvoir aussi me raconter pour justement pouvoir témoigner, mais encore une fois de la force en fait que la société, en tout cas, et les collectifs, les associations, quand on fait des choses ensemble, ça nous donne encore plus de force, et pas quand on est tout seul, chacun cloîtré à sa maison. Yo me voy para mi tierra, que yo me voy para mi tierra. Yo me voy para mi tierra, que yo me voy para mi tierra. Yo me voy para mi tierra, yo me voy para mi tierra. A comer yuca y pescado, aquí no me quedo más. Pues me llaman desplazado. Quelle est la signification de sancocho? Ven aquí. El sancocho. Claro. ¿Qué es sancocho? A ver, ¿qué? Laura, ¿qué es sancocho? Laura, ¿qué es sancocho? Le sancocho, c'est une soupe traditionnelle colombienne. Depuis qu'on est petit, on connaît les sancochos de mamie, on connaît les sancochos de papy, on connaît les sancochos de notre mère. C'est une recette qui va voyager de génération en génération. Et chaque génération a ajouté quelque chose à la recette familiale. Là, ici, c'est le poulet. Là, on met beaucoup d'oignons. Là, on va mettre du maïs. Après, on va mettre de la banane plantain, carottes, manioc, banane plantain, maïs et puis voilà. Et l'ingrédient de base, c'était la manioc qui était la terre et la banane plantain qui était l'arbre. Et la manioc et le banane plantain, c'est la base du sancocho. C'était l'idée aussi de rassembler un peu de personnes, en fait, groupes, que c'était les indigènes, qui étaient pourchassés à l'époque de la colonisation, et les afro-colombiens qui étaient esclaves, qui ont été amenés de l'Afrique. A comer yuca y pescado, aquí no me quedo más, pues me llaman desplazado, ay que yo me Le mouvement voy. guerrillero, el indígena de l'époque, c'était un mouvement qui avec Jairo Ateman, et c'est notre ami colombien qui racontait que Ateman il parlait beaucoup aux militants del sancocho. C'était vraiment quelque chose. Faire un grand sancocho national. C'est C'est nous raconter toutes dans les mêmes histoires, c'est être capable de construire une nouvelle histoire pour notre pays. Et c'est faire les grands sancochos nationaux. Et bon, aujourd'hui on fait un grand sancocho international. Yo me voy para mi tierra, a comer yuca y pescado, aquí no me quedo más, pues me llaman. Le Cambodge, c'est un collectif qui s'est créé il y a quelques années. Et le mot, il vient d'un mot en Colombie, que c'est une petite maison d'abri pour tous les déplacés. Donc on fait honneur avec le nom de personnes déplacées par la guerre. En tout cas, en Colombie, on l'appelle comme ça le Cambodge. Et ce nom-là, il va aussi amener un collectif en fait qui rassemble des personnes pour montrer surtout des documentaires engagés, militants par rapport à ce qui se passe
en Amérique du Sud par rapport aux multinationales, par rapport aux situations sociales, des droits humains. Et puis on se rejoint aussi pour soutenir ces projets de plusieurs réalisateurs qui sont menacés de leur vie ou qui veulent justement rendre compte un peu de leur situation. C'est les populations qui parlent, qui racontent et on se sent identifiés avec ça. Le Cambodge est né de plusieurs associations qui se sont rencontrées à l'occasion du Ciné Latino dans la cour de la Cinémathèque. On venait distribuer nos tracts pour nos actions diverses et on s'est rencontrés et petit à petit on s'est regroupés pour élaborer un programme de documentaires à diffuser pendant le Ciné Latino. Donc des documentaires qui dénonçaient des situations insupportables, quoi. Que ce soit les méga-projets qui délogent des communautés indigènes. Ils montrent aussi la façon de s'organiser comme les gens pour résister à ces... Ils montrent aussi leur résistance par leur culture, par l'affirmation de leur culture. Et parfois, on a pu diffuser quelques fictions aussi, c'est arrivé rarement, mais voilà. Et puis on essaye de faire que les films soient en lien avec des gens, soit qu'on connaît, soit qui viennent ici, pour que toujours qu'il y ait une possibilité d'échange avec des gens d'ici et de là-bas. Soy Daniel Bejarano del Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho, que se realiza en Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. En pocos minutos va a iniciar un documental de la comunidad. El cine comunitario Ojo al Sancocho es internacional y tiene varias muestras o talleres o conversatorios en diferentes países del mundo. Hoy estamos aquí en Francia, en Toulouse. Hemos ido a París y estaremos en Berlín, en Alemania, y estaremos en el País Vasco, en España, en Italia, en Inglaterra, en Suiza, mostrando las películas de cine comunitario de Ojo al Sancocho, de Colombia y de América Latina. Estamos en el hangar de la Sépia. ¿Qué es el hangar de la Sépia? C'est quoi? C'est un lieu autogéré, Es un lugar autogestionado issu du mouvement squat. del movimiento squat. Moi, les gens du Cambodge, je les ai tous rencontrés à un squat qui était au centre-ville, en plein centre-ville, qui s'appelait le Clan D. Le Clan D? Ouais. C'était une ancienne maison close. C'est pour ça que ça s'appelait le Clan D. Les premiers moments où on a occupé, c'est 98. En fait, avant, il y avait un lieu, un hangar désaffecté qui était juste là. Había un lugar sin nadie que estaba aquí. Et qu'on a occupé Que hemos parce ocupado. qu'il ne servait à rien. No, no servía. Et on a commencé à faire divers événements, donc projections de films, tout ça. Hemos empezado a Concert. proponer conciertos, actividades, talleres. Et puis le propriétaire nous l'a démoli. Y el propietario se puso en destrozar el lugar. Et on l'a tellement fait chier Lo que, hemos molestado mucho. que ça ici c'était un terrain vague, il nous l'a donné. Eso es un terreno virgen, no había nada. Et à notre charge de Le han tout dado. et à notre charge de tout reconstruire. On a dû tout reconstruire. Y entonces le han dado, le han entregado el lugar, pero ellos tenían que reconstruir todo de nuevo. Donc, en fait, les travaux sont jamais vraiment finis. C'est toujours dès qu'on a un peu d'argent, on l'améliore. Construyen cosas. Okay. ¿Y la gente de acá solicita el espacio para eventos, para actividades? Les gens d'ici demandent le lieu. Ouais, oui. Ils demandent pour des événements, mais plus pour des événements perso. Ouais. Moi, je suis du quartier. Les gens qui ont monté ce hangar sont du quartier. Ouais. Okay. Mais je sais pas combien de milliers on est dans ce quartier. Mais à faire tourner le lieu quotidiennement, on est une cinquantaine. Voilà, on habite tous plus ou moins dans le coin. L'association gère le lieu. C'est un collectif d'associations. Mais sinon,
c'est totalement autogéré. Autogestionado totalmente. El resto. C'est très fondamental pour la cuisine, la cuisson del sancocho, parce que le coriandre, c'est les herbes aromatiques plus importantes de notre cuisine Colombie. Et ça, vraiment, sin coriandre, on ne peut pas dire que c'est un sancocho. Ici, vous êtes au hangar de la Cepière. Et le hangar de la Cepière, c'est un endroit que pour nous, c'est très important aussi car on organise des ciné-bouffe parce qu'on aime beaucoup cuisiner, voir des films et débattre et parler. On est vraiment très content d'être là ce soir car on accueille le festival Ojo al Sancocho. Nosotros somos una familia desplazada que en el año 2009, el 4 de junio, llegamos aquí a Bogotá. Esta es la comunidad, donde aquí hay una casa, pues en otro territorio dicen es... Cuando me sacaron del territorio del primer desplazamiento, volví a mi territorio, pensando que no iba a suceder este mismo problema. Entonces yo me fui y comencé a estar liderazgo, como liderando la comunidad y todo eso, pero cada día en nuestro territorio no nos gusta es que los líderes hablen por territorio, porque lo primero sacan es a los líderes, ¿sí? Ya está de todo, narcos, guerrilla, paramilitares, sicarios, lo que dicen acá. Nosotros decimos que no damos la voz, que la gente tiene la voz. Lo que hacemos es que la gente escuche a la gente. Gracias. Escuche, porque la gente siempre tiene voz. En los pueblos del mundo, en las regiones más apartadas, o las regiones más vulnerables del mundo, y están gritando que los escuchen, que también podamos ver, reconocer y escuchar otras voces, otras formas de vida y la diversidad de la vida. Entonces lo que hace el festival es facilitar espacios a través del cine para escucharnos. De la plata vive el rico, del mugre la lavandera, se conforma con mirar la ropa en la tendedera, alegre espera el verano, le pide a Dios que no llueva, para ella poder secar la ropa de su clientela. Ay, arrumpo no es, la lavandera, ay, arrumpo no es, ay, arrumpo no es. L'aménagement urbain d'aujourd'hui répond aux défis du changement climatique et aux aspirations citoyennes du vivre ensemble. Cela a donné naissance aux écoquartiers. Un écoquartier, qu'est-ce que c'est et pourquoi la cartoucherie en est un ? Alors, un écoquartier, c'est un label d'État, c'est-à-dire c'est le ministère du Logement qui a défini 12 critères qui font un écoquartier autour du développement durable et aussi
de la manière dont se construit un quartier avec ses habitants. Alors on va retrouver des critères donc, à la fois sur les questions démocratiques, on va avoir des critères du point de vue architectural, du point de vue économie d'énergie. Après, est-ce qu'aujourd'hui il faudra avoir un label pour être écoquartier ou peut-être qu'en fait toute construction dense urbaine devrait se voir de toute façon imposer ces critères-là aujourd'hui? Enfin, c'est quoi aussi un écoquartier? Est-ce que c'est juste au moment de la construction ou est-ce que ça va au-delà dans la vie et la manière dont le quartier va se vivre ensuite et va continuer à évoluer tout au long des années? Alors un écoquartier est donc un lieu de habitat où on est dans des principes où l'éco c'est la partie écologique et quartier c'est la partie habitat. Alors, les écoquartiers sont en théorie une bonne idée, mais dans la pratique, de ce que j'en sais, ils ne répondent pas tout à fait. C'est plutôt ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire qu'on met en place tout un tas de mesurettes au niveau de l'environnement. Et dans les faits, c'est beaucoup d'artificialisation des terres sur les écoquartiers. Donc je sais qu'il y a beaucoup de conflits environnementaux qui ont lieu, des habitants qui luttent contre des écoquartiers, qui n'ont que d'éco le nom. Et donc là aussi, si on a envie de réfléchir vraiment à des écoquartiers, je pense qu'il y aurait un travail de labellisation, pareil de définition en commun sur qu'est-ce qu'on appelle vraiment un écoquartier, parce que voilà, il n'y a pas vraiment de labellisation précise sur cette notion. Et donc ça aussi, c'est un enjeu clé qui se réfléchit de manière démocratique, je pense. Un écoquartier, c'est un nouveau quartier qui tient compte des contraintes environnementales que nous impose aujourd'hui, bien sûr, notre actualité. C'est un quartier qui, finalement, permet à la fois aux habitants, aux commerçants, mais aussi aux modes de transport, d'où les mobilités, de pouvoir que tout le monde puisse, en fait, vivre et travailler ensemble. Que c'est ce qu'on appelle une ZAC, dans une zone d'aménagement concerté, qui, dans le cadre d'une politique d'urbanisation de la ville, a été travaillée de façon à accueillir de nouveaux habitants. Et la cartoucherie, le quartier de la cartoucherie, cette partie du quartier plus globale qui comprend cartoucherie, Fontaine-Bayonne et Casselardi, donc c'est à peu près 10 000 habitants à la fin du mandat 2026 qui viendront de nouveaux habitants vivre et travailler dans cet écoquartier. Les nouvelles contraintes, effectivement, qu'on peut avoir, elles sont à la fois climatiques, mais aussi dans le cadre de la mixité, c'est-à-dire l'idée de pouvoir tous vivre ensemble dans un quartier, un nouveau quartier, avec un environnement qui est plus arboré, qui est plus végétalisé, avec, comme je le disais tout à l'heure, des mobilités. Et l'écoquartier, c'est aussi le bien vivre ensemble dans un quartier. Le principe d'écoquartier, c'est un principe où il y a la récupération des eaux de pluie dans 2 lieux spécifiques ici dans le quartier et la récupération aussi de l'eau chaude. C'est aussi cartoucherie dans le sens historique, car c'était un ancien quartier où on fabriquait les munitions. Et effectivement, il y a eu tout un travail de dépollution aussi par rapport à l'effet que ça soit un habitat. Ay, yo te quiero como tú me quieres. Ay, yo te añoro libre en la montaña. Porque mi vida sin ti no me vale nada. Porque yo canto para ti hoy y siempre. Ay, amor mío, sé que estás cansada. Y yo te quiero acariciar la frente. Eres la tierra más adolorida.
pero eres grande, oh dulce madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol.